Comme le soulignait le rapport du 11 octobre 2022 de la Cour des comptes, l'immobilier universitaire est le second poste budgétaire des universités après la masse salariale. De ce fait, le patrimoine immobilier prend une place centrale dans les enjeux de transition énergétique des universités. Quelle place prennent les BU dans ce domaine? Comment s'inscrivent-elles dans les SPSI? Afin d'éclairer ces enjeux, nous souhaitions donner la parole à ceux et celles qui assurent le pilotage opérationnel de cette transition et qui veillent à la soutenabilité technique et financière des stratégies entreprises. J'ai donc le plaisir d'accueillir pour cela Marie Guillaume, présidente de l'ARTIES, l'association des cadres de l'immobilier de l'enseignement supérieur, et par ailleurs directrice de l'immobilier et de la logistique à l'université Jean Moulin Lyon 3. J'ai également le plaisir d'accueillir Jean-Yves Richard, coordinateur du pôle transition énergétique de l'ADEME, qui a été mentionné ce matin, donc Agence pour la transition écologique en Bourgogne-Franche-Comté. Marie, Jean-Yves, je vous laisse peut-être rapidement présenter vos structures et nous préciser leur positionnement et leur offre de services en matière de transition écologique. Merci Aurore. Alors c'est moi qui commence et donc qui vais lancer le PowerPoint. Ah, c'est un... Normalement, il est censé... Ah, ça y est, ça arrive. Bien. Bonjour à tous et merci à la DBU pour cette invitation. Donc c'est vrai que le monde du patrimoine, ou en tout cas des cadres de vos établissements qui s'occupent de patrimoine, vous devez vous connaître entre bibliothèque et patrimoine, mais vous ne vous connaissez pas, ou en tout cas on ne se connaît pas toujours. Donc c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je vais vous parler très rapidement de notre association. Donc nous, l'ARTIES, on est une association, alors je dirais par rapport à vous, on est plus jeunes et plus petits. On a une association qui a 32 ans maintenant et on va représenter tous les cadres qui s'occupent d'immobilier dans les établissements d'enseignement supérieur, donc tant dans les universités que les grandes écoles, comme vous. On représente la diversité des établissements d'enseignement supérieur, mais aussi tous les types de bâtiments et toutes les fonctions jusqu'au laboratoire, parce qu'il y a bien sûr des laboratoires associés avec les centres de recherche. Donc la particularité, c'est qu'on a des membres qui sont adhérents à titre personnel à notre association. Et donc, on est aujourd'hui un peu plus de 200. Et on va interagir sur toute cette connaissance de l'immobilier auprès du ministère, bien sûr, de France Université, de l'AMU, de l'IH2EF. Donc, notre grande mission principale, c'est d'accompagner nos adhérents pour préserver le patrimoine bâti, mieux le réhabiliter, voire mieux le construire et mieux l'entretenir au quotidien. Un peu là. Donc on a, comme toute association, une activité bénévole, donc on fait du mieux possible. En tout cas, on a un séminaire annuel et puis on va avoir maintenant des formules de webinaires qui sont des formules qui nous permettent plus facilement de réunir les adhérents et de donner de l'information régulièrement, donc tous les 2 mois. Et on est sur je vous en ai listé quelques-uns, on est sur les enjeux du moment. On a parlé de marchés globaux de performance, on a parlé de gestion technique centralisée, des appels à projets, bien sûr, de photovoltaïque, de SPSI, on en reparlera, de systèmes d'information, de matériaux biogéosourcés, de réemploi, bref, d'outils de gestion de l'énergie. On est au cœur des préoccupations que vous partagez aujourd'hui. Et on va intervenir, comme je peux le faire aujourd'hui, sur le territoire national lors de séminaires et de colloques autour des thèmes qui nous impliquent. Et puis, on va aussi avoir un rôle de référent auprès des tutelles sur lesquelles on peut être sollicité ou audité. Donc, Aurore a cité le rapport de la Cour des comptes. Donc voilà, on avait été reçu par la Cour des comptes pour ce sujet de l'immobilier. On a contribué, on est intervenu auprès de l'IGESR sur le dernier rapport qui est sorti cet été, qui abordait plutôt les enjeux de dévolution immobilière. Et puis j'ai listé un certain nombre de domaines où on est impliqué. Et pour celui qui nous implique, qui nous concerne plus spécifiquement aujourd'hui, on est sur les enjeux les groupes de travaux de l'État autour de la transition énergétique, le décret tertiaire, la définition des valeurs absolues, relatives, etc. Que vous connaissez peut-être pas encore, mais que vous connaîtrez sûrement bientôt. Voilà, bon, notre bureau, les membres associés. Et je vous ai juste remis à titre d'information les fonctions. Alors vous les lisez sans doute très mal, c'est très loin, mais en tout cas, je rejoins Véronique qui est dans ses anciennes fonctions. Et je réassocie ce travail qu'on avait fait ensemble autour du cadre de cohérence et de la cartographie des métiers, qui était important pour nous, pour dire on n'est pas juste un service technique, on va être des services qui, certes, allons faire de l'exploitation technique, de la maintenance, de la logistique,
des travaux, mais on a aussi tout un sujet, Aurore l'a dit, on a des budgets qui sont très importants. Donc on a une gestion budgétaire, financière, juridique adossée à toutes ces opérations qui est fondamentale pour la réussite de nos missions. Donc voilà, vous le retrouvez sur le site du ministère, cartographie des métiers de l'immobilier. Ça aide aussi nos collègues, quand ils sont un peu seuls dans leurs établissements, à porter auprès d'une gouvernance le sens de leur mission. Et puis je vous ai juste remis quelques infos État cette fois. Donc les surfaces de l'État, alors on a l'habitude de dire 100 millions de mètres carrés, et puis on dit l'enseignement supérieur 20 millions, donc un cinquième de ce patrimoine bâti de l'État. Dire du coup que ce sujet n'est pas neutre et que nous devons forcément nous en saisir. Il y a une vraie inflexion de l'enseignement supérieur dans ce patrimoine de l'État pour qu'on en soit partie prenante. Voilà. Merci Marie. Alors je vais changer de PowerPoint et laisser la parole à Jean-Yves pour nous présenter rapidement les activités de l'ADEME. Si. Ça fonctionne. Oui. Donc merci pour l'invitation d'abord, puisque c'est la première fois que aussi j'interviens dans un amphi aussi calme. Je pense parce que vous êtes bibliothécaire, c'est l'habitude. Mais en tout cas, voilà, je vais vous présenter rapidement l'ADEME. L'ADEME, on est un peu plus jeune, on n'a que 30 ans, j'ai vu 32 ans tout à l'heure. Donc notre travail, c'est de lutter contre le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça fait 30 ans que l'ADEME existe, ça fait 25 ans que moi je lutte contre le réchauffement climatique. Encore ce matin, puisque j'ai lutté contre la tempête Kirk. Je connaissais le capitaine, je ne connaissais pas la tempête. Donc pour venir jusqu'ici, puisqu'il y a des arbres qui sont tombés sur les voies de chemin de fer, j'espère que tout le monde pourra rentrer chez lui. Mais nous, l'ADEME, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est ça, c'est accompagner au quotidien l'ensemble des acteurs sur la transition écologique, tous les acteurs, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi bien les entreprises, les collectivités territoriales, l'État, les particuliers sur ce sujet. On est 1000, à peu près 1000 au niveau national. On est présent dans chaque région, donc il y a des directions régionales. Il y a une direction régionale forcément dans votre région. Moi, je suis de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, on a 3 implantations aussi en Outre-mer. Donc, on est présent partout. On a comme mission principale, c'est vraiment accompagner et mobiliser. Donc, accompagner, ça va de la sensibilisation à la formation. On éditait beaucoup de documentation pour sensibiliser à la fois des documents techniques ou des documents de sensibilisation sur les sujets de la transition écologique. Maintenant, on édite beaucoup moins, donc on a une bibliothèque en ligne, je ne devrais pas le dire, si, il faut quand même. Et on n'a plus de fonds documentaires dans chaque direction régionale. Donc, par contre, on a une bibliothèque en ligne. J'ai même à côté de mon bureau ma collègue qui est bibliothécaire et qui a comme fonction de répertorier tout ce que l'on publie et de les mettre en ligne sur notre bibliothèque. Et puis accompagner au plus proche tous les acteurs. Donc tout à l'heure, j'ai entendu ce matin les économes de flux. Donc on est à l'origine de la création des conseillers en énergie partagée des économes de flux. Donc c'est un des réseaux qu'on anime. Donc les CEP, et tout à l'heure on a parlé des animateurs en santé. Donc c'est le réseau que j'anime au niveau régional. On a également, puisqu'on va parler tout à l'heure d'énergie renouvelable, des animateurs énergie renouvelable pour conseiller, faire des études d'opportunité. Donc on a tout un réseau, aussi réseau consulaire, un réseau d'acteurs qu'on finance une partie de ces postes pour vous accompagner au quotidien dans vos projets. Après, une fois qu'on vous a accompagné et que vous avez décidé de faire, on va accompagner les acteurs à faire, à financer leurs projets. Donc l'ADEME, après, j'ai pas passé, je suis parti et j'ai oublié que j'avais une zapette. Voilà, pour donner un ordre d'idée,
Donc on a des dotations budgétaires, peut-être qui vont vous faire envie, puisqu'on parlait de... Mais 1 milliard 150 millions d'euros en 2023 pour accompagner les projets. C'est presque 4300 projets qui ont été accompagnés en France sur la transition écologique. Ça va de production d'énergie renouvelable à des projets, tout à l'heure on a parlé d'économie circulaire. On a aussi un rôle de partager notre expertise. On a des experts au niveau national sur les différents sujets, donc on accompagne l'État pour définir les politiques en matière de transition écologique. Pour exemple, on a participé, je vous en avais parlé ce matin, à la nouvelle réglementation thermique, maintenant qu'on appelle réglementation environnementale 2020, à la mise en place des certificats d'économie d'énergie, donc là c'est aussi des axes de financement pour vous. Également la nouvelle loi anti-gaspillage, donc on est présent sur l'expertise. On est aussi présent sur la prospective. On a sorti assez récemment des scénarios 2050. Alors maintenant, il faut être un peu plus positif quand on parle de transition écologique et de parler, entre guillemets, ne pas faire peur et parler d'un avenir souhaitable. Donc voilà, donc il faut travailler, je pense que je parle à des bibliothécaires, il faut travailler le récit pour que ce soit un récit qui donne envie, dire ben voilà, demain sera bien également, même avec le réchauffement climatique. Enfin bon. En tout cas, nous on lutte, moi je lutte aussi depuis 25 ans sur le réchauffement climatique. Après, on peut être, je ne sais pas si on va gagner, puisque maintenant on parle d'adaptation. Donc, quand on parle d'adaptation, ça veut dire que quand même il y aura des, et on le voit déjà, des conséquences assez graves. Mais en tout cas, il y a des manières d'agir. Et puis, un point qui va vous parler également, on accompagne la recherche. Donc, on accompagne 70 thèses par an et on accompagne aussi différents programmes de recherche qui permettent de mutualiser les compétences et les savoirs sur nos différents sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Yves. Quand on a préparé cette intervention, vous nous aviez dit, un peu sous forme de punchline, chauffer une université ou une bibliothèque avec une énergie renouvelable, c'est possible. Et on a envie de vous croire. Du coup, à l'exemple peut-être de quelques cas pratiques, est-ce que vous pourriez revenir sur les projets que l'ADEME a pu accompagner de ce type ? Oui, après, ce que je voulais préciser aujourd'hui, c'est que, et je crois que les présentations de ce matin l'ont démontré aussi, c'est qu'aujourd'hui, technologiquement, on a les moyens de faire des bâtiments énergie positive, on a des solutions pour chauffer des bâtiments anciens ou des bâtiments neufs avec les énergies renouvelables. On accompagne ce type de projet depuis longtemps. Alors, j'ai parlé des différentes énergies disponibles. Alors, je ne sais plus. Ouais, c'est vrai que je me suis perdu dans mon slide un peu. Là, c'était un slide pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le chauffage, et comment on chauffe les bâtiments, et la consommation d'énergie liée à la production de chauffage, c'est 50% de nos consommations. Donc c'est vrai que dans le discours aujourd'hui, quand on parle énergie renouvelable, on parle pratiquement toujours que d'électricité, alors que l'électricité, aujourd'hui, c'est que 15% de nos consommations. Donc produire différemment la chaleur, c'est vraiment un enjeu fort, d'autant qu'on doit atteindre 33% de production d'énergie renouvelable sur l'ensemble de nos consommations d'ici 2030. Donc on voit qu'on a 11,4%. Et c'est un enjeu extrêmement fort. Et puis, je pense que je parle à des universitaires aujourd'hui. J'avais un ami qui me disait, un universitaire, il sait peu de choses sur beaucoup de sujets, et un ingénieur, il sait beaucoup de choses, mais sur un seul sujet. Donc, et là, c'est un peu pour retracer ça. C'est-à-dire que longtemps, on s'est dit, pour produire de l'énergie, c'est un peu le côté ingénieur, c'est mon côté aussi, dire un problème, une solution. On le voit dans les différents scénarios qui sont sortis, quel que soit le scénario, que ce soit l'ADEME, GRDF, EDF, on a besoin de toutes les énergies pour arriver à cet objectif-là. Donc chaque énergie doit prendre sa part, dans la limite de ce qu'elle peut faire, pour atteindre ses objectifs.
Et là, pour chauffer vos bâtiments, il y a des solutions aujourd'hui, des solutions qui sont adaptées à chaque cas. Mais pour vos bâtiments, là, je vous mets, il n'y a pas énormément de solutions pour chauffer les bâtiments par énergie renouvelable, principalement la biomasse ou la géothermie. Récupération de chaleur fatale, c'est intéressant, mais ça veut dire qu'à côté de votre bibliothèque universitaire, il vous faut un industriel qui a de la chaleur fatale. C'est quand même assez rare. Donc c'est la biomasse ou la géothermie. J'ai entendu ce matin qu'il y avait des bibliothèques parisiennes. La chance sur Paris, c'est qu'on a des sources chaudes en géothermie. Dans le reste de la France, c'est un peu plus rare. Enfin, si, il y a des cas, mais pour moi, Bourgogne-Franche-Comté, on n'a pas de source chaude. Donc, par contre, on a des solutions en géothermie que je vais vous présenter. Je vais vous présenter directement des exemples. Là, c'est un projet quand même mis en service en 2013. Donc, c'est assez vieux déjà. Hein. C'est la Cité des Arts de Besançon. Je prends des exemples. Je suis assez chauvin, même si je suis à Dijon. Hein. Moi, je suis de Besançon, donc je prends que des exemples byzantins. Mais c'est 11 000 m², donc voilà, ça peut vous parler. Il y a des bibliothèques qui atteignent ce type de surface. Et ce qui est important, c'est qu'on a des solutions, et les solutions, elles sont adaptées à l'environnement, au cas que vous allez avoir. Là, on est sur une construction neuve. On voit qu'on est juste au bord de la rivière. Donc, on n'a pas besoin d'être un grand thermicien pour se dire la nappe phréatique, elle n'est pas hyper loin. Il n'y avait pas beaucoup d'espace sur le lieu. En plus, nappe phréatique pas très loin, ça veut dire qu'on est inondable. Donc ici, mettre une chaudière bois avec un silo enterré, ça n'avait pas trop de sens. Donc ils sont partis sur cette solution-là. Ce que je veux dire aussi, pour réussir un projet, là on est sur une construction neuve, c'est important d'avoir des ambitions dès le départ. Là, il y avait une ambition politique extrêmement forte. La région et collectivités, ils ont dit on veut un bâtiment à énergie positive sur un bâtiment de spectacle. Et à la fin, ils y sont arrivés. Donc c'est des choses c'est des solutions qui sont possibles. Donc là, il y a du bioclimatisme, il y a de la production en photovoltaïque, et puis une production de chaleur en géothermie. Après, je dis adapté au projet, parce que si on veut faire de la géothermie, il faut qu'on ait quand même un coefficient de performance qui soit intéressant, parce que ça reste, on va chercher des calories dans le sol, mais après on passe par une pompe à chaleur, donc on est quand même sur du chauffage électrique. Donc un petit ordre de grandeur pour produire 1 kWh électrique, il vous faut 3 kWh thermiques. Donc après, si vous avez, j'entendais tout à l'heure, on a des radiateurs d'appoint électriques dans notre bibliothèque universitaire parce qu'on a froid. Enfin, quand vous mettez un radiateur électrique, vous revenez à quand même la solution la plus basique d'utiliser de l'électricité. Hein. C'est-à-dire on va l'utiliser pour faire de la chaleur. Donc là, le rendement, il est très très mauvais. Donc là, on est sur des packs qui ont des coefficients supérieurs à 3. Donc c'est-à-dire qu'on revient à la base et on a une solution viable pour produire de l'énergie. Et l'autre exemple que je voulais donner, c'est pour ça que c'est intéressant, on parlait de mutualiser, de regarder ce qu'il y a autour de nous. C'est rare qu'on mette une bibliothèque universitaire où il n'y a pas d'étudiants. Donc là, on est sur le campus de la Boulois à Besançon. Donc il y a 65 bâtiments. Il y a différents usages, il y a des bâtiments qui vont être ouverts en journée, il y a des bâtiments comme le Crous qui vont être les étudiants vont venir le soir et chauffer leur petite cellule de 11 m². Et donc on peut mutualiser les besoins, on arrive à avoir à aussi réduire la solution de production pour couvrir plus de besoins. Donc là, on avait de l'espace pour mettre en place une chaufferie bois, parce que c'est quand même c'est quand même des outils assez conséquents. Et là, on peut mutualiser et puis arriver à faire un projet cohérent pour chauffer 65 bâtiments avec une énergie renouvelable. Après, l'énergie renouvelable, là, on parle de bois énergie, ça a plusieurs avantages. Hein. On l'a vu, moi je travaille régulièrement avec des collectivités. Quand on a eu la crise, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait décidé de couper l'alimentation de gaz pour le reste de l'Europe, les prix sont quand même méchamment envolés et on a des collectivités qui ont pris la décision de fermer leurs piscines, fermer leur école, fermer les services parce qu'ils ne pouvaient plus payer les factures. Là, quand on parle de bois énergie ou de géothermie, on est sur des énergies renouvelables qui sont locales. On est sur du bois, là, la chaufferie, on va chercher du bois maximum 30 à 40 km autour de cette chaufferie.
on crée une économie locale, on est sur des approvisionnements qui sont sûrs. Donc il y a quand même ce côté-là aussi intéressant pour vous de sécuriser ce type de consommation. Merci beaucoup Jean-Yves pour ces perspectives. Peut-être au regard justement de ces perspectives, de ces expériences, de ces possibilités, Marie, comment cela résonne avec les travaux de l'ARTIES, peut-être avec les travaux en cours au sein de nos établissements, et où est-ce qu'on en est finalement un peu de la maturité dans les universités, de l'implémentation de ce type de solution? Ah oui, comme les éléments ont été donnés, on parle beaucoup d'énergie ou de performance énergétique. Les enjeux, et vous le savez, dans les établissements sont variés, nombreux. On a de la sécurité, on a de l'accessibilité, on a maintenant de la sûreté. Voilà, c'est dans des contextes sociaux particuliers, c'est des enjeux qui sont importants et qu'on doit prendre en compte. Et puis on a bien sûr l'énergie, mais avant tout, ce qu'on doit se dire aussi, c'est que notre mission première, c'est de permettre à tous les usagers de pouvoir venir sur les sites, de vous permettre de travailler, de permettre aux étudiants d'apprendre et aux professeurs d'enseigner, de rechercher. Et c'est un peu le fondement de notre mission. Et c'est sur ces éléments-là qu'on va venir rajouter tous ces éléments et ces enjeux. Alors, on va essayer de se dire que ce sont des opportunités et pas des contraintes pour essayer de valoriser cette activité-là et d'en faire une richesse dans l'exploration de nos missions. Mais ça nous redonne quand même l'importance de se dire que ces éléments, ils ne doivent pas être pris au cas par cas, mais toute l'importance de voir les éléments avec une vision globale et une vision où on va être en capacité de se projeter à long terme. Alors, je sais qu'on a l'habitude de dire qu'à l'immobilier, on est alors soit lent, soit trop long, enfin en tout cas qu'on prend le temps. C'est un peu un dogme de se dire que l'immobilier, c'est le temps long. Donc oui, ça peut toujours paraître trop long, mais c'est des temps qui sont nécessaires dans des constructions d'opérations, bien sûr, mais dans de la projection aussi à long terme. Et on a ce besoin de tracer et d'inscrire ces éléments, et d'où l'importance, et je rebondis sur l'intervention de tout à l'heure, de la partie schéma directeur. Alors vous avez peut-être dans vos établissements des schémas directeurs immobilier à aménagement, des SDIA. Vous avez forcément des SPSI. Alors on se posait la question entre les deux temps, si vous, en tant que personnel des bibliothèques, vous avez été impliqué dans la rédaction de ces SPSI. Je ne sais pas si vous pouvez juste lever la main si vous avez entendu parler et contribué au SPSI de vos établissements. Merci Aurore. Alors, les SPSI, c'est les schémas pluriannuels de stratégie immobilière. Ils sont fondamentaux pour un établissement. On a maintenant le SD et des DRS. Il faut savoir que le SPSI, on en est à la 3e génération. Donc, c'est un exercice qu'on commence à pratiquer et à connaître. On les a un peu depuis longtemps. Ils couvrent des périodes de 5 ans, mais on nous demande quand même des projections à plus long terme. Et ils sont fondamentaux. Et c'est ce que disait Véronique tout à l'heure. On peut décliner une stratégie immobilière, mais pour décliner une stratégie immobilière, il faut connaître la stratégie de l'établissement et il faut la connaître sur toutes les facettes de ses missions. Et c'est sur la base de cette stratégie qu'on va venir rajouter la partie qu'on va appeler contrainte ou opportunité pour pouvoir décliner ensuite une politique immobilière qu'on retrouvera dans des plans pluriannuels de programmation immobilière. Et puis après, on va avoir des outils qui vont accompagner ces enjeux énergétiques. On a parlé tout à l'heure, on parle de décret tertiaire, ça vous avez sans doute entendu parler, soit dans vos établissements, soit à titre privé, mais qui nous donne quand même, là pour le coup, je vais parler de contraintes, mais en tout cas d'avoir des baisses de consommation qui sont quand même drastiques, et on a des baisses à 2050 qui sont à 60%, donc on se dit bien qu'une opération qu'on entame maintenant, d'ici 2050, on n'y reviendra sans doute pas. Donc d'où l'enjeu de l'avoir de manière globale et d'avoir des objectifs ambitieux. Mais quand on est sur ces éléments-là, il faut aussi se dire qu'il y a un financement nécessaire pour ces opérations. Et là, se pose une autre question, en tout cas un autre problème. On a évoqué, alors je ne suis pas la spécialiste des normes, c'est ma collègue Nelly, vous l'aurez compris, mais on a évoqué des normes RT2, RT 2020, des choses qui s'appliquent aussi au campus de manière générale, mais du coup, est-ce qu'il y a des normes spécifiques qui s'appliquent aux bibliothèques, ou comment, par rapport à peut-être la spécificité des bâtiments bibliothèques sur les campus, côté cellule patrimoine, direction du patrimoine, vous abordez cette amélioration finalement des services ou l'implémentation de ce type de normes sur nos bâtiments un peu particuliers en termes d'usage, d'ouverture?
Oui, alors effectivement, on a l'ART 2012 et puis on a dit, on est passé à l'ARE 2020. Alors sachant que nous, on est sur du bâtiment, on est sur globalement beaucoup de réhabilitation aujourd'hui. Donc on va rester sur cette réglementation thermique de l'existant, sur bâtiments existants. Il n'empêche, on doit quand même associer tous ces enjeux de l'ARE 2020 pour les impliquer dans des nouvelles opérations et donner de l'ambition au projet. Et donc la manière de le voir pour les bibliothèques, ce que je disais tout à l'heure, les bibliothèques, vous êtes avant tout des lieux de vie dans nos établissements. Je pense que vous êtes des lieux essentiels et primordiaux pour les étudiants, voire pour les personnels, mais en tout cas, vous êtes un endroit où l'étudiant peut trouver un lieu de travail, voire un lieu de convivialité, ouvert sur des horaires qui sont très larges. Vous allez être ouvert le week-end aussi, vous allez être ouvert tardivement, le soir. Donc, on va, j'espère en tout cas, se dire qu'on va vous faciliter cette possibilité d'être ouvert sur des temps longs, de pouvoir assurer vos missions du mieux possible 7 jours sur 7, et donc peut-être de retravailler aussi, de se focaliser sur des enjeux ou des locaux pédagogiques où on va peut-être avoir des leviers plus forts en termes de diminution de consommation, par exemple, pour vous permettre de mener vos missions dans de bonnes conditions et permettre aux étudiants d'être bien dans ces lieux qui sont essentiels à leur activité. Merci Marie pour ces perspectives à laquelle on ne peut qu'adhérer, je pense, en tant que bibliothécaire. On l'a évoqué ce matin à plusieurs reprises, Véronique l'a évoqué aussi. La transition écologique, elle a un coût. On sent bien qu'il y a vous me le rappelez d'ailleurs hier, une double tutelle des services de l'immobilier qui dépendent aussi du ministère des Finances. Donc on voit bien que l'enjeu financier est très important pour réussir cette transition. Vous l'évoquiez aussi, Jean-Yves, sur les enjeux de penser les choses en mutualisation pour aussi diminuer les coûts. Pour nous, ça pose plusieurs questions. Savoir déjà quelles sont les sources de financement qu'on peut aujourd'hui mobiliser, les dispositifs dans lesquels on peut inscrire la recherche de financement pour les bibliothèques, mais peut-être de manière plus large. Et puis, comment mesurer le retour sur investissement pour aussi rendre crédible, comme vous l'évoquiez, il y a des économies à la clé. Encore faut-il pour pouvoir ensuite justifier d'investissements supplémentaires, être en mesure de mesurer l'impact derrière et le gain réel en termes de confort, on y reviendra, mais aussi en termes de gains financiers. Alors pour la transition écologique, aujourd'hui, il y a un peu le bâton, vous venez d'en parler, c'est-à-dire qu'on doit répondre à une réglementation. Il y a maintenant le décret éco-énergie tertiaire, donc l'ADEME, on gère la plateforme Opérate, donc normalement vous avez tous déclaré vos consommations et votre programme d'action pour atteindre les objectifs de 2030 de moins 40%. Donc là c'est un peu le bâton, et puis normalement aussi si vous construisez un bâtiment neuf, normalement c'est dans la loi de transition énergétique de 2015, qui devait s'appliquer à partir de 2020, c'est-à-dire que tous les bâtiments publics construits doivent être à énergie positive. Après, dans la loi, il y a une petite nuance, c'est que autant que possible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le droit mou ou souple. Je ne connaissais pas, moi, j'avais découvert là-dessus. On a les mêmes applications pour la science ouverte en général. Voilà. Mais normalement, et après, ce qui est important aussi que vous compreniez dans vos opérations, alors, toujours quand on est en opération, c'est toujours trop cher. Mais en fait, quand vous allez construire ou rénover un bâtiment, ce que vous allez mettre en fonds pour le construire ou le rénover, c'est rien par rapport à son usage. C'est-à-dire que je crois que c'est de l'ordre de 10 à 15%. Donc après, pendant la durée de vie de votre bâtiment, il va vous coûter beaucoup plus cher que quand vous allez le construire ou le rénover. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important au départ, quand vous allez faire une opération et dans votre programmation, de mettre de l'ambition. C'est toujours plus facile d'enlever 10 cm d'isolant que de prévoir 10 cm d'isolant. Vous allez voir votre équipe de maîtrise d'œuvre qui va vous dire « Ah non, c'est pas possible, on n'avait pas prévu ça, on déborde sur le domaine public. » Enfin, voilà. Tout ce que vous allez rajouter à la fin d'une opération, généralement, ça va être mal fait ou mal pensé. La chaufferie va être trop petite, enfin voilà. Donc, après, moi, je le vis plus avec les élus. Après, je pense que vous, en tant que directeur de bibliothèque universitaire ou alors le président de l'université, il y a un rôle de VRP. Donc, il y a vendre le projet et puis après, aller chercher les financements. Et je pense que pour les élus, c'est un sport national
Moi, quand je vois toujours des plans de financement qui m'arrivent sur des projets de rénovation, de construction, et puis il y a même des fois où l'ADEME, on est obligé de décréter notre aide parce qu'on va au-delà des 80%. Donc il y a de l'argent, il faut savoir aller le chercher, mobiliser les financements auprès de l'ADEME, il y a les certificats d'économie d'énergie, il y a différentes solutions. Puis j'ai découvert aussi qu'il y a d'autres solutions, c'est de faire porter par quelqu'un d'autre. Donc ça, j'ai découvert ça aussi, c'est assez malin. Hein. Enfin, là, on est en train d'instruire le projet de l'IUT de Belfort, où là, en fait, l'université a dit, moi, la chaufferie bois, pour le Crous et puis les bâtiments universitaires, je délègue ma compétence au Grand Belfort, et c'est la collectivité qui va faire l'opération pour eux. Donc il y a des solutions, il y a des astuces. Alors j'aime pas ce mot, mais je vais l'utiliser quand même. De l'agilité, hein, c'est le grand mot en ce moment, faut être agile. Donc de l'agilité pour arriver à faire ces projets-là. Et puis aussi il y a des opportunités, et ça je le découvre aussi avec des collectivités d'une certaine taille et autres qui ont toujours des projets dans les cartons, qui ont des projets, des projets qui sont en phase APS ou APD, et puis on n'a pas les financements à l'instant T, donc on garde ce projet-là au chaud, et puis d'un seul coup il y a un appel à projet, il y a quelque chose qui sort, et c'est ces projets-là qui sont prêts, qui arrivent à sortir et des fois à se faire très bien financer. Je vais continuer sur le sujet. Effectivement, c'est le problème de l'un seul coup, du coup, sur la formule de l'appel à projet. On a parlé tout à l'heure, hein, quand on construit une stratégie immobilière, tout l'enjeu, c'est de la construire sur le temps long et d'en assurer sa soutenabilité financière. D'ailleurs, dans le SPSI, ces volets sont regardés. On a dit une instruction ministérielle côté enseignement supérieur et côté ministère des Finances, hein, avec la direction de l'immobilier de l'État. Et on nous demande comment vont être financés les projets, sauf que souvent, on leur dit, je ne sais pas. Ça dépendra peut-être de vous ou ça dépendra peut-être d'appel à projet. Et effectivement, quand on construit une stratégie immobilière, je dirais que des outils, on en a plein. Enfin, on en a plein. En tout cas, il y en a plusieurs. On a parlé de délégation, on peut parler, vous avez tous ou connu ou vécu peut-être des PPP, donc des plans des partenariats publics-privés. On va parler de marché global de performance aussi, qui sont des très bons outils pour venir faire des opérations immobilières. Il y a une chose qui est fondamentale, peu importe l'outil que vous déployez, c'est l'argent. Donc si le financement, vous ne l'avez pas, vous pouvez parler de n'importe quel outil, vous ne saurez pas financer votre projet et le payer. Après, on peut parler d'emprunt aussi. Hein. On a des partenaires, Banque des Territoires, qui peut accompagner des projets et les financer. Mais ce qu'on va toujours regarder au niveau d'un établissement, c'est la soutenabilité financière que porte l'établissement et sa capacité à rembourser un emprunt ou à payer un prestataire, à payer un délégataire. Et donc là, vous allez forcément travailler. C'est des trios qui se mettent en place, hein, immobilier, finance, agent comptable, et chacun va regarder, de ne pas mettre l'établissement en fragilité pour regarder que c'est soutenable sur le long terme. Et puis, vous allez avoir des surcouches qui vont venir se mettre. Donc, vous avez des mesures RH qui sont à financer, où le ministère peut vous dire « je ne les finance plus » ou « je ne les finance pas complètement ». Donc ça va rentrer comme une variable d'entrée que vous ne pourrez pas, à laquelle vous n'échapperez pas. Et ça peut remettre en cause une programmation immobilière. Alors, dans le meilleur des cas, ça va l'étaler dans le temps. Dans le pire des cas, ça peut être au détriment d'un projet. Et ce qui peut être dommage, c'est ce qu'on dit, c'est qu'un projet, il faut le voir tout de suite ambitieux et le voir sous toutes ses formes. Enfin, en tout cas, aller au mieux de sa performance possible. On fait de moins en moins de construction, mais on réhabilite beaucoup. C'est dommage, effectivement, de faire des concessions en investissement quand on voit le poids que porte un bâtiment dans sa phase d'exploitation. Alors ça, il y a des super outils en évaluation socio-économique, mais quand la donnée d'entrée, c'est le financement, malheureusement, parfois, on est obligé de faire des concessions et de faire des choix. Et des outils, il y en a un, vous connaissez des contrats de projet État-région, mais on reste sur des effets de coup par coup. Vous restez soumis à l'arbitrage de tiers qui vont décider, de collectivités, de l'État, qui va décider si votre projet, effectivement, est pertinent ou pas. Et puis, on va avoir des effets d'appel à projet. Alors, on a eu le plan de relance qui a été un projet très ambitieux, très utile pour la majorité des établissements qui ont pu y émarger.
Après, on peut regretter que ce soit des projets qui doivent se faire dans un temps très court, donc peut-être passer à côté d'une faisabilité ou d'une expertise totale d'un besoin. Et puis, on va se focaliser sur le volet énergie, parce que c'est celui-ci qui est rentable, et c'est à l'aune de cette rentabilité qu'est assuré ou pas le financement. Et on va peut-être passer à côté de problèmes d'usage qu'on aurait pu régler. Et après, on va venir vous dire, non, on est intervenu, on a payé l'énergie, on ne va pas revenir tout de suite. Et vous allez peut-être perdre, du coup, en possibilité d'usage, et du coup là on rentre dans le dilemme performance énergétique, usage, confort. Merci à tous les deux. Donc on retient, ne soyons pas petits bras et pensons à anticiper pour être prêts au moment où il faudra dégainer le projet. Je rebondis sur cette question d'usage et d'usagers, parce que donc effectivement, dans les obstacles qu'il peut y avoir à la mise en œuvre de projets ambitieux en matière de transition écologique, on a donc mentionné les financements, mais il peut y avoir peut-être aussi d'autres freins humains qui viendraient rendre compliqué ces concepts de mutualisation et de concertation. On voit que c'est une démarche fondamentalement collective qu'il faut arriver à mettre en place. Est-ce qu'il n'y a pas une question de confiance, et comment justement dans vos quotidiens vous arrivez ou anticipez cette problématique de le collectif, le bien collectif vs les usages individuels, que ce soit d'ailleurs vis-à-vis d'étudiants comme vis-à-vis de personnel qui utilisent ces locaux? Je crois que ça a été évoqué ce matin sur la partie économe de flux. Nous, on a un vieil adage à l'ADEME, c'est connaître pour agir. Donc, il faut connaître ce que consomment vos bâtiments. Il faut avoir un suivi pour pouvoir prendre des mesures correctives. Et puis, effectivement, associer les usagers. Alors, il y a un grand débat entre high-tech, low-tech. Ça revient aussi chez nous. On a accompagné des projets de R&D où tout était automatisé, où tout était programmé, etc. Et après, un peu comme aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle ou autre, on va dire que même si tout est automatisé, à la fin, il faut bien quelqu'un qui appuie sur un bouton ou qui programme les bons horaires pour arrêter le chauffage, relancer le chauffage, couper au moment où ça doit être coupé. Donc, associer les usagers, c'est une nécessité, qu'ils comprennent pourquoi il n'y a plus, à partir de 20h, il n'y a plus de chauffage, pourquoi, en fait, la compréhension de ce qui est recherché, l'adhésion des utilisateurs, elle est essentielle. Après, la difficulté, c'est que c'est un éternel recommencement, puisque vous allez faire des campagnes de sensibilisation, vous allez faire de l'affichage, vous allez créer un groupe d'étudiants qui va sensibiliser, regarder, vérifier. Et puis cette courbe on appelle ça aussi la courbe du deuil, enfin, il y a plein de... On est dans la sociologie, mais ça va un peu s'essouffler, et après il faut retrouver un nouveau souffle, retrouver une dynamique, un nouveau projet pour remobiliser autour de ces actions d'économie d'énergie. Mais c'est essentiel, et quand on parlait de problème d'argent, on peut faire beaucoup de choses sans argent, mais pas sans l'humain. Donc il va falloir travailler vraiment avec vos usagers pour arriver à les mobiliser et avoir des actions qui portent leurs fruits. Oui, c'est vrai que l'humain est important dans les établissements et dans les équipes qui vont accompagner les projets. Et on peut le voir en termes immobiliers, on peut le voir sur deux sujets. On a parlé alors on était habitué à des opérations classiques que vous avez dû éprouver aussi, où on parlait de lots de travaux. C'était des opérations qu'on maîtrisait bien. Et puis maintenant, on nous dit qu'il faut repenser le modèle, donc peut-être parler de marché de performance. Donc ça a été dit tout à l'heure sur cette notion d'impliquer l'entreprise dans une exigence de résultat. Donc elle n'est plus dans cette capacité, l'entreprise, elle change, on ne lui demande plus la même chose, on ne lui demande plus juste de réaliser une opération en respectant les règles de l'art, on va lui demander non seulement de le faire, mais en tout cas de s'engager sur la partie résultat. Et pour accompagner ce genre de projet, il faut maintenant qu'on ait des chargés d'opération qui soient en mesure, pas juste d'emporter le volet technique, mais aussi d'emporter tout le volet juridique et financier. Donc ça amène dans les établissements une montée en compétence de ces
de ces chargés d'opération dans un milieu qui est très compétitif, entre privé et public bien sûr, mais dans le public aussi. Et donc il faut être attractif pour avoir cette compétence et pouvoir la garder. Et puis une fois que vous avez livré votre bâtiment réhabilité ou votre bâtiment neuf, il faut des personnes pour l'exploiter, le faire vivre. Et puis alors on a tous dans nos établissements des plombiers à l'ancienne ou des électriciens. Mais quand on vient leur parler alors de gestion technique centralisée, de maquette numérique, d'aller vérifier sur un plan 3D où est la vanne pour couper l'eau, ou alors comment on amène du confort d'usage à des personnes dans les bâtiments, c'est compliqué parce que cette montée en compétences, on sait que c'est pas auprès de ces personnes-là qu'on la fera. Je pense notamment aux plus anciens, peut-être les plus jeunes, mais il faut encore arriver à les recruter, là encore, dans un milieu qui va rester quand même très compétitif, là pour le coup dans le privé notamment. Et cette compétence technique, il faut l'avoir pour mieux vous accompagner, parce que sinon, on va à l'échec. C'est-à-dire que si on n'a pas à côté des usagers la technicité pour accompagner, vous allez vivre de l'inconfort. Déjà, il peut y avoir un effet, on peut vivre une sanction en se disant, voilà, j'ai perdu. Si on vous dit demain, vous avez de la climatisation, demain vous menez une opération de réhabilitation, on vous parle de confort d'été où cette climatisation, on va l'enlever. Et on va vous garantir que le confort d'été, vous allez le garder. Forcément, à première vue, vous allez être méfiant parce que vous allez vous dire que vous n'allez pas pouvoir avoir une température de consigne pour laquelle vous avez l'habitude. Mais en plus, si derrière, on n'arrive pas à accompagner ce confort d'été, le projet aura beau être performant, peu consommé, si vous y vivez mal, ça ne va pas fonctionner. Et puis, il faut aussi quand même se dire avant tout, on a des bâtiments qui peuvent être très anciens, voire très anciens. On parle souvent de passoires énergétiques. Et ce qu'il faut qu'on se dise aussi, c'est que finalement, ces bâtiments, on doit avant tout les réhabiliter et faire de la maintenance, mais de la maintenance lourde. Et on va se dire, quand on fait des calculs d'un bouquet de travaux en performance énergétique, est-ce qu'il faut ou pas remplacer les fenêtres? Alors, si vous calculez le temps de retour sur investissement, non, beaucoup trop long. Et en même temps, c'est juste faire vivre le bâtiment et l'emmener vers un nouveau cycle de vie pour garantir sa pérennité dans le temps. Donc les fenêtres, oui, il faut les remplacer. Mais oui, ça a un coût. Et ce coût-là, effectivement, dans la rentabilité sur euro-kilowattheure économisé, ça ne passe pas. Donc voilà, c'est dommage en même temps pour autant de ne pas le faire. Si je peux rebondir sur ce qui vient d'être dit, pendant un moment, on aide aussi à l'ADEME des audits énergétiques de bâtiments. Et quand on parle de rentabilité, on veut pas faire porter aux économies d'énergie l'ensemble des coûts de rénovation d'un bâtiment. Alors qu'en fait, quand on parle de bâtiments qui ont 40 ans, les fenêtres, elles n'assurent plus l'usage d'étanchéité à l'air, même d'étanchéité à l'eau des fois. Donc en fait, on veut faire porter à la transition énergétique en disant c'est quoi le temps de retour de votre opération? Le temps de retour de l'opération, c'est une opération de maintenance. C'est des éléments, quand vous changez une chaudière qui a 40 ans, la chaudière, elle a fait sa durée de vie. On ne va pas lui dire c'est quoi ton temps de retour? Non, il faut chauffer ce bâtiment. Donc maintenant, on a quand même des présentations de plans de financement qui sont différenciés en disant c'est quoi le surcoût d'une solution plus performante que la solution de remplacement à l'identique. Sachant qu'aujourd'hui aussi, si vous avez des chaudières au fioul dans vos bâtiments, vous ne pouvez plus les changer au fioul. C'est interdit. Voilà. Donc après, il y a certainement des chauffagistes qui vont vous dire moi je peux vous remettre un brûleur, vous n'aurez pas à changer votre chaudière, mais normalement c'est interdit. Voilà. Pour continuer sur cette question des usages, et plus particulièrement des usagers, quand on discutait justement de l'acceptabilité, tu évoquais, Marie, la confiance qu'il faut maintenir aussi pour que les promesses soient acceptables et qu'on puisse les faire durer et les perdurer surtout. Et ce juste compromis, il n'est pas forcément toujours simple à trouver. Nous, on s'interroge aussi en tant que bibliothèque sur le rôle qu'on peut tenir dans cette sensibilisation. Vous évoquiez parfois des fonctionnements de bâtiments qui peuvent être différents. J'imagine que, mettons, on a un compromis acceptable qui est maintenant la clim à la bibliothèque et qu'on arrive à maintenir une climatisation acceptable, contrôlée. Derrière, les usagers rentrent, trouvent qu'il fait quand même trop chaud, ouvrent toutes les fenêtres. En fait, on se retrouve aussi avec quelque part un peu de pédagogie à faire sur l'utilisation des bâtiments et peut-être faire évoluer les pratiques, que ce soit de nos étudiants comme nous-mêmes en tant que personnel. Comment peut-être nous, bibliothèque universitaire, pouvons être acteurs de cette sensibilisation? Est-ce qu'on peut l'être? Oui.
Je pense que tout usager peut l'être. Les bibliothèques, je dirais d'autant plus parce que voilà, je reviens sur ces heures d'ouverture très large, ce public accueilli qui est absolument important. Et on le voit dans une opération de construction, de réhabilitation. Je pense que fondamentalement, il faut l'aborder très tôt ensemble. Nous on a un exemple à Lyon 3, voilà, de se parler tout de suite et de construire le projet ensemble, dans le meilleur des cas de rassembler les étudiants qui sont les premiers usagers de nos établissements et de les impliquer dans le projet. Alors ce que je disais tout à l'heure, on dit des fois il faut avoir des projets tout prêts et quand un appel à projet va sortir, on ira chercher le financement. Dans ces approches qui sont prises très en amont, il faut toujours être prudent à ne pas créer de frustration parce que quand vous embarquez des gens dans un projet et vous les faites travailler ensemble, ils s'imaginent que ça va aller vite et que ça va avancer en tout cas. Et parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, vous allez mener une faisabilité, vous allez faire une programmation, et puis c'est pas pour... On commence une programmation à Lyon 3. Mais en même temps, il va falloir se dire aussi que ça peut être long et que peut-être le temps entre le moment où on va faire cette programmation et le temps où on va réceptionner un ouvrage va peut-être être long. Mais l'importance de le faire ensemble pour expliquer aussi, c'est toujours une histoire de pédagogie, mais comment marchent les systèmes, comment ça, voilà, de se redire comment ça marche et peut-être d'aller aussi vers de la résilience collective pour accepter un peu plus aussi dans le bien vivre collectivement dans les bâtiments, de se dire j'accepte de renoncer à quelque chose si je sais que à côté ça apporte autre chose, environnementalement parlant par exemple. Non, mais après, je pense que ça a été dit, mais je crois que c'est donner du sens à nos actions, donner du sens à... C'est vrai que pour que ce soit compris, que ce soit accepté. Après, je pense effectivement un lieu de vie comme une bibliothèque, on a participé sur des universités à des fresques du climat, il y a pas mal d'outils qui aussi sont là pour sensibiliser, faire comprendre, faire adhérer à des projets aussi. Donc je pense que l'adhésion elle est nécessaire, à l'adhésion à la fois des usagers et puis aussi un portage politique dans vos projets qui soit fort pour arriver à faire aboutir vos projets. Merci beaucoup à tous les deux. J'en profite pour saluer aussi le travail fait par les directions du patrimoine à destination des usagers. C'est aussi une bascule, je pense qu'on voit, en tout cas une incitation de l'Artiès forte et qui se retrouve dans la qualité des coopérations qu'on est capable de mener sur ces projets-là. Il est temps d'ouvrir les questions à la salle. Je laisse donc la parole. Ouais, merci pour votre présentation. Est-ce que l'Artiès a identifié des formations techniques pour les personnels justement qui évoluent dans ces directions du patrimoine immobilier pour accompagner la transition énergétique ? Alors, on essaye de trouver des formations. C'est vrai que quand on est dans des établissements d'enseignement supérieur, il y a plein de parcours pour des gestionnaires de scolarité, des gestionnaires financiers. Et souvent, dans les services techniques, on est un peu seul à faire le métier que l'on exerce. Et on a du mal. Alors, on va avoir facilité à trouver pour les cadres les formations ad hoc. Ça, il n'y a pas de difficulté particulière. Les catalogues sont quand même assez importants et on s'y retrouve, tant dans une logique publique ou privée. On trouve ces types de formations. Par contre, pour les publics d'agents de maintenance ou d'agents logistiques dont on parle, beaucoup plus compliqué pour nous parce que soit on va aller sur de la formation diplômante et du coup ça va être 6 mois, 1 an et c'est des publics qui ont... Alors certains peuvent le souhaiter mais ça va être extrêmement rare, mais n'ont pas envie de s'engager sur cette durée-là, puis nous on n'a pas envie non plus de les laisser partir ce temps-là. Donc difficulté à former à l'expertise les agents qui vont être pourtant ceux qui vont être derrière voilà, quand on parle de high-tech ou de gestion technique centralisée, ça c'est plus compliqué effectivement. Alors, on a des formations, voilà. On a des formations d'une semaine, à la fois à l'ADEME. Sur formation ADEME, il y a des formations pour les conseillers en énergie partagée, des formations sur les diagnostics chaufferie. On a des formations de ce type-là, et puis on est aussi partenaire d'un programme qui s'appelle ACTE avec la FNCCR, où ils financent des économes de flux. Et on est en train de partager, parce que nous aussi, il faut qu'on arrête d'être en silo, donc on décloisonne, pour offrir une formation aux agents de maintenance, aux techniciens, voilà, des parcours de formation un peu plus étoffés.
Merci beaucoup pour tout ce que vous avez présenté. Je voulais revenir sur un des éléments que vous avez mentionné, et en particulier sur la question du financement. Et ma question s'adressera plutôt à la présidente de l'Arties. Vous avez évoqué la situation, à savoir que c'est plus de 20% des bâtiments de l'État qui relèvent de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui est énorme. Vous l'avez peut-être pas rappelé, mais on a une problématique de rénovation urgente d'un certain nombre de bâtiments, d'un nombre très important de bâtiments. France Université avait estimé, le chiffre vaut ce qu'il vaut, mais les coûts de l'ordre de 15 milliards d'euros, simplement pour mettre au niveau les bâtiments. Vous avez évoqué un certain nombre de dispositifs qui existent aujourd'hui, d'appels à projets particuliers. On sait qu'on a des outils de type CPER, etc., qui existent. On sait que ça ne sera pas suffisant. Donc ma double question, c'est de savoir si pour des dispositifs de financement qui sont plus émergents, on va dire ça comme ça, d'une part la mobilisation pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'emprunt, qui est une piste qui aujourd'hui est évoquée. Est-ce que vous avez des réflexions à partager avec nous sur cette question-là? Et deuxième volet, un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur ont été lauréats des IALI d'excellence, donc ici IDEX, qui représentent quelques milliards d'euros. Donc c'est des sommes qui sont disponibles et qui pourraient aussi être mobilisées dans le cadre de la rénovation de bâtiments, même si elles n'ont pas été attribuées pour ça. Est-ce que là aussi vous avez des exemples d'usage ou d'utilisation dans le monde universitaire français de ces financements d'initiatives d'excellence au bénéfice de la rénovation de bâtiments? Alors, moi, à titre personnel, je n'ai pas d'exemple IDEX, et en plus, à Lyon, je ne peux même plus vous dire que, voilà, des exemples, on va pouvoir en mettre en œuvre. De la mobilisation des financements à destination de l'investissement immobilier, je ne sais pas si Véronique, toi, tu avais un retour sur ce type de mobilisation. Après, vous parliez de l'emprunt. Moi, je le range toujours, l'emprunt. Pour moi, ça reste un outil, parce qu'un emprunt, ça doit se rembourser. Donc, de toute façon, il va falloir le voir à l'aune de la capacité de l'établissement à le soutenir financièrement dans une trajectoire financière. On a dit, on a parlé de Banque des territoires, les temps sont relativement longs sur la capacité d'emprunt. Donc voilà, à des taux qui restent, qu'on peut estimer raisonnables ou moins raisonnables. Mais en tout cas, il y a un outil qui existe, mais il n'en reste pas moins qu'à un moment, quelqu'un devra le payer. Mais vous avez évoqué à juste titre le coût énergétique que représente la non-rénovation des bâtiments. Oui. On dépense des sommes très importantes. Donc on peut imaginer de faire de la rénovation accélérée pour transférer un certain nombre de budget d'université pour peut-être répondre à de l'emprunt, alors que là aujourd'hui on le met en gestion de fluide. C'est vrai. Et vous parliez des travaux de France Université, moi j'y avais participé, et c'est vrai qu'on avait eu une belle trajectoire d'analyse, de se dire qu'en partie les travaux pourraient être remboursés par l'économie générée par les fluides. Et puis on a eu la période citée où on a tous vu l'augmentation de ces coûts des fluides, et d'un coup d'un seul le modèle devient beaucoup plus fragile. Et on n'a plus cette capacité. Alors, de toute façon, il faut continuer à faire, mais le modèle ne va pas s'auto-alimenter. Et on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas juste d'énergie, mais il s'agit bien de maintenance. Et de toute façon, il faut le faire. Et vous le dites, des bâtiments qui vont être dans des états, mauvais état. C'est pas juste l'énergie dont on doit parler. C'est bien de remettre le bâtiment dans un état qui lui permette de remplir sa fonction. Et ça a un coût aussi. Moi, juste pour rebondir, après moi je connais mieux les collectivités, mais je connais des collectivités qui ont mis en place des fonds rénovation qui s'alimentent avec les économies, qui s'alimentent aussi avec les certificats d'économie d'énergie. Parce que la problématique que vivaient ces collectivités, c'est que la subvention ou l'aide financière, elle retombait dans le pot commun, elle n'alimentait pas un fonds. Donc voilà, à l'instant T, pour faire le projet, il faut avoir les subventions, et puis une fois que l'opération elle est partie, on ne sait pas... même les subventions, nous on est obligé de relancer pour que la collectivité demande la subvention, parce qu'une fois qu'on a décidé les budgets, c'est un peu ce fonctionnement-là. Donc certaines collectivités ont mis un fonds rénovation qui va s'alimenter avec les économies, qui va s'alimenter avec les certificats d'économie d'énergie sur certaines opérations, et qui est vraiment dédié à ça, dédié bon, pas à des gros travaux, mais à des travaux de rénovation énergétique, de chaudière, d'isolation de combles, ou des choses qui sont assez, on va dire, pour les certificats d'économie d'énergie qui payent assez bien, pour ceux qui connaissent le dispositif. Oui, je pense que sur des petites opérations, quand on parle de court terme et de moyen terme, les outils existent. Ce phénomène d'auto-alimentation fonctionne assez bien. Donc effectivement, il faut que les services les mobilisent et que les directions immobilières s'en saisissent.
Moi, c'est vrai que ma réflexion portait plus sur les opérations d'envergure, mais on a des outils. Nous, on l'a vu à l'Université Lyon 3, on a un plan de sobriété, on y est tous passés sur cette nécessité de le produire. On pensait qu'on était déjà plutôt pas mauvais, et puis on a fait moins de 13% en un an. Alors voilà, peut-être au détriment d'un confort. Il a fallu parler de 19 degrés, de négocier sur le 20-21. Mais en tout cas, ces leviers-là existent, et ce sont ceux qui ne coûtent rien. Et en plus, rapportent, ou en tout cas évitent de dépenser. Donc c'est logique, et de sobriété avant tout, d'intracting, ou en tout cas de retour sur investissement sur des effets très courts. Ça, ce sont des outils qui existent, qu'il faut aller mobiliser. Caisse des dépôts, Banque des territoires, l'ADEME accompagne. Il ne faut pas hésiter à mobiliser les dispositifs qui existent pour ne pas chercher à en inventer. Je crois que vous avez parlé aussi des contrats de performance énergétique. Mais après, il faudra mettre vos thésards dessus, parce qu'il faut quand même arriver à comprendre les contrats et arriver à les faire appliquer. Là, on en vient à la compétence juridique et financière dont on est parfois moins outillé dans les directions immobilières aujourd'hui. On aura des exemples cet après-midi, ça me permet de faire un petit teasing sur des retours d'expérience de contrats de performance énergétique, contrats globaux de performance énergétique, par exemple. Je pense qu'il est l'heure de conclure et de vous laisser aller déjeuner. Je remercie sincèrement et chaleureusement Marie et Jean-Yves pour leur intervention.